Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la date des élections législatives est fixée en Algérie. Elles auront lieu le 4 mai 2017. Un décret présidentiel a été signé dans ce sens. Au Sénégal, gouvernement et secteur privé tentent de trouver des solutions au chômage des jeunes. L'objectif est notamment de réduire l'inadéquation entre les orientations choisies et le marché de l'emploi. Et au Gabon, le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba a reçu les principaux syndicats de l'éducation nationale. Des discussions en vue d'un dénouement rapide de la crise qui secoue actuellement le secteur. Mais tout d'abord, les autorités gabonaises ont réagi suite à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen qui remet en cause la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement a indiqué qu'il rejetait cette résolution et qu'il allait examiner la suite à donner à sa coopération avec l'Union européenne. Pour rappel, les eurodéputés ont estimé que l'élection du 27 août dernier manquait de transparence. En Algérie, les élections législatives auront lieu le 4 mai prochain. La date a été fixée par un décret présidentiel. Le scrutin sera destiné à renouveler l'Assemblée populaire nationale élue en 2012. Le Front de libération nationale et le Rassemblement national démocratique disposent de la majorité absolue au Parlement. Mélina Bokassa. La date des législatives est dorénavant connue en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a signé un décret ce jeudi 2 février fixant la date de ce scrutin au 4 mai 2017. Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé ce jour un décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, le jeudi 4 mai 2017. Les Algériens iront donc voter à cette date pour élire leurs députés. Des partis de l'opposition ont d'ailleurs annoncé leur participation sans condition aux côtés des partis du pouvoir dont le Rassemblement national démocratique et le Front de libération nationale. Ces élections législatives du 4 mai, c'est une épreuve pour l'opposition, une opposition qui a été également critiquée par une partie de la société politique en Algérie puisqu'elle n'a pas été suffisamment à la hauteur dans les revendications, notamment par rapport à la transition démocratique en Algérie, des changements politiques, etc. Et c'est des élections qui sont boycottées déjà par le parti de Ali Benflis, par la Al-Hurriyat, des avant-gardes de la liberté, un parti qui estime que ces élections ne vont pas changer beaucoup de choses. Les 23 millions d'électeurs algériens ont donc rendez-vous le 4 mai 2017 pour élire les députés de la 7e législature de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Il s'agit par ailleurs du premier scrutin législatif depuis la réforme constitutionnelle adoptée en 2016 qui élargit les pouvoirs législatifs et rétablit la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé le report des élections législatives. Le scrutin prévu initialement en 2016 ne devrait pas avoir lieu avant 2019. Raison invoquée par le chef de l'État, les difficultés financières que rencontre le pays. Les dernières législatives ont eu lieu en 2011. C'est le mouvement patriotique du salut, le parti du chef de l'État, qui détient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. En Guinée, le secteur privé connaît d'importantes difficultés depuis l'épidémie d'Ebola. La relance tarde à se faire et pourtant les perspectives de croissance sont prometteuses. Les acteurs du secteur demandent un dialogue public-privé. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Les entreprises guinéennes portent encore les séquelles dévastatrices de l'épidémie d'Ebola. La relance est un défi majeur, mais elles sont nombreuses à pointer du doigt des blocages administratifs et fiscaux, mais aussi l'accès au financement. Selon une étude réalisée par l'Agence de promotion des investissements privés APIP, 75% des entreprises consultées ressentent encore les conséquences de cet épisode sur le déroulement de leurs affaires. Maintenant, nous sommes dans une dynamique justement de mettre en place un cadre de concertation entre le secteur privé et la puissance publique. On attend beaucoup de ce cadre de concertation, justement pour faire avancer les réformes dont le secteur privé a besoin pour son épanouissement. Il s'agit de redonner l'essentiel à un secteur privé qui est la visibilité. Pour relancer le secteur privé guinéen, les autorités veulent se baser sur 5 leviers principaux, à savoir la formalisation, l'accès au financement, le renforcement des capacités, la compétitivité et la mise en place de meilleurs cadres d'exécution. Mais d'autres problèmes tels que la faiblesse du niveau d'information des entreprises sur les mesures et les structures en charge du secteur privé, ainsi que sur les questions de financement et d'assistance technique persistent. Nous, non seulement nous, mais tous les acteurs du public travaillons très dur pour l'amélioration du climat des affaires.
Et ceci, c'est d'avoir des réformes qui vont permettre aux gens du secteur privé de mieux évoluer et d'avoir moins de problématiques. Le secteur privé est le plus grand pourvoyeur d'emplois en Guinée. La cartographie d'ensemble des entreprises révèle que 87% des entrepreneurs sont masculins, alors que 55% ont moins de 39 ans et 57% ont au moins le baccalauréat. L'enjeu est de parvenir à une meilleure formalisation de ces entreprises afin d'en faire des contributrices au budget national et au développement social. Au Sénégal, gouvernement et secteur privé ont décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions au chômage des jeunes. Le constat est clair, il y a une véritable inadéquation entre les orientations professionnelles choisies par les jeunes Sénégalais et la réalité du marché de l'emploi. Clément Joël-Souala. L'exécutif sénégalais estime que les orientations choisies par les jeunes ne cadrent pas toujours avec les réalités du milieu de l'emploi. Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, propose alors aux jeunes d'orienter leur formation vers des filières techniques et professionnelles capables, selon lui, de leur garantir un meilleur accès au marché de l'emploi. Au même moment, 45% des demandeurs d'emploi n'ont ni formation ni diplôme. À ceci, le gouvernement demande de viser des formations professionnalisantes dans des domaines comme la plomberie, la mécanique et l'électrification. Il y a un déphasage entre la formation et les réalités du marché de l'emploi. Ça, c'est acquis. Ça, c'est connu de tous. Il y a des projets qui démarrent aux yeux et au su de tout le monde, mais c'est la qualification qu'il faut régler. C'est ce qui a expliqué les réformes de l'enseignement supérieur, rendre l'enseignement supérieur plus approprié aux réalités du marché de l'emploi. De nombreux métiers, opportunités et secteurs émergent dans la nouvelle configuration du monde de l'emploi, estime Banning Diop, homme d'affaires sénégalais et président du mouvement des entreprises du Sénégal. En marge de la 16e édition du Forum du premier emploi organisé par le MEDES, il a affirmé que les jeunes Sénégalais affrontent le marché sans pour autant connaître toutes ses possibilités. Aujourd'hui, nous allons vers de nouvelles opportunités économiques. Et lorsque vous parlez de nouvelles opportunités économiques, on parle de tout numérique. Aujourd'hui, tout est numérique. Et il y a tellement de nouveaux métiers qui se sont créés et que beaucoup de jeunes même ignorent qu'il y a de nouveaux métiers. Le constat qui est fait, parce que nous, on a aussi une fondation emploi jeune à côté, c'est que ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. Le plan Sénégal émergent, élaboré par l'État sénégalais comme référentiel de la politique économique et sociale du pays, prévoit en son sein des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes. Pour le Premier ministre, la création du train express régional sénégalais, par exemple, pourra créer de nombreux emplois au profit de la jeunesse sénégalaise. Au Gabon, le vice-premier ministre Bruno Banmoumba a reçu ce jeudi 2 février les principaux syndicats de l'éducation nationale. Des discussions en vue d'un dénouement rapide de la crise qui secoue actuellement le secteur. À l'issue de la rencontre, des propositions ont été faites. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Pour tenter de mettre un terme à la grève qui secoue le secteur de l'éducation gabonaise, le ministre de tutelle, Florentin Moussavou, a adressé une note circulaire dans laquelle il menace de radier les enseignants grévistes absents des salles de classe. Une approche à laquelle s'est opposé le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, Bruno Banmoumba, qui a rencontré les syndicats de l'éducation nationale jeudi à Libreville. À l'issue de la rencontre, une solution commune semble à portée de main. J'écrirai au président de la République dans les prochaines heures pour lui proposer la mise en place d'une commission qui pourrait peut-être aboutir, si l'État le juge nécessaire, à la mise en place d'un plan d'urgence pour l'éducation nationale, puisque c'est là une des priorités de l'actuel septennat, le septennat de la jeunesse. De ce fait, j'invite à la désescalade. J'invite respectueusement tous les acteurs politiques, sociaux et autres à la désescalade. Nous devons interrompre les grèves. En réponse, les enseignants ont promis de rendre compte à la base des propositions émises par le membre du gouvernement. Toutefois, ils ont tenu à soulever certains préalables jugés essentiels pour un dénouement heureux de cette grève. Non, la grève ne peut s'arrêter que si le gouvernement reprend la feuille de revendication de la CONACYSED, s'assoit et regarde cette feuille et donne des solutions, des signaux très forts.
Pour rappel, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, CONACYSED, réclame entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015, l'organisation du concours d'entrée à l'école nationale supérieure ENES, le paiement de 6 mois de la prime d'incitation à la fonction enseignante de certains enseignants dont les dossiers de réclamation sont transmis depuis plus de 3 ans et la suppression des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.